Alors, aujourd'hui, je suis allé voir Fast and Furious 9 au cinéma avant la mise en place de ce putain de pass sanitaire, donc j'ai décidé d'y aller un jour avant pour troller le gouvernement, ma foi. Il y avait pas mal de monde dans la salle, mais on s'était pas plein non plus, c'était en plein après-midi, donc je me suis dit je vais y aller à cette heure-là. Comme ça au moins, je serai tranquille, il n'y aura pas trop de monde. Ce fut le cas d'ailleurs. Donc bref, à mon avis, pas de film, pas d'autres films pour moi cette année, hein, du coup, à cause de ce putain de pass sanitaire, j'étais déjà pas allé au cinéma l'année dernière, donc eh ben c'est pas grave, de toute façon je vais rarement au cinéma. Et je suis allé voir hein, le 6, je crois que je l'ai vu au ciné. Le 7, c'est sûr que je l'ai vu au ciné. Ouais, le 6, j'ai dû le voir au ciné. Le 7 aussi. Le 8 aussi, du coup. Et le 9, maintenant. Alors, on va faire un petit point sur les notes que j'ai mis sur les précédents opus. Le premier, j'ai mis 3,5 sur 5. Hein, c'est celui qui lance la saga, évidemment. J'ai aimé ce film. Bien qu'il ait un peu vieilli, forcément. Mais il reste assez efficace, je trouve. Très divertissant. 2,8 pour les spectateurs. Eux, ils ont un peu moins aimé. La presse leur a noté 3 sur 5. Le deuxième, un peu moins apprécié par les spectateurs, je suis à peu près d'accord avec eux, j'ai mis 3 sur 5, il est un peu en dessous du premier quand même. Il y a encore du coup Paul Walker et l'arrivée de Tyrese Gibson, qu'on reverra par la suite. C'est sympa, c'est bling bling, c'est Miami. Il y a aussi Tej Parker du coup qui fait son arrivée dans cet opus-là. Bon, 3 sur 5, hein, c'est correct, après sans plus, ça se regarde. Quand on est fan de la saga, de toute façon, on les aime tous, hein, mais bon, il y en a certains qu'on aime moins que d'autres, forcément. Donc les spectateurs ont mis 2-2, la presse 2-3. Ensuite, Tokyo Drift. Alors on rappelle, hein, Tokyo Drift, faut le voir après le 4, après le 5, après le 6, pour qu'on se mélange pas dans la timeline avec Anne et tout. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs la semaine dernière en revoyant tous les Fast and Furious avant de voir le 9. J'ai bien regardé le Tokyo Drift après le 6, pour pas être perdu. Donc, Tokyo Drift qui n'a pas été du tout apprécié par la presse, du coup, 1,6 sur 5 seulement, 2,2 les spectateurs comme le 2. Moi j'ai mis 3, tout simplement, parce que pareil, hein. Alors Lucas Black, les autres s'appellent comment, merde. Chad Moss, du coup, on le revoit aussi dans le 9. Et l'autre chinois, je sais pas, Anne, il y en a un autre là, je sais pas comment il s'appelle, bref, on le revoit aussi. Il y a l'apparition de Vin Diesel à la fin, bon, ça reste anecdotique, hein, du coup. Ils ont essayé de relier tout ça avec le 7, du coup, on le reverra plus tard. Même si, bon, pour moi, c'est un peu bancal. Tokyo Drift n'est pas le meilleur Fast and Furious, hein, loin de là. J'ai noté la même note que le 2. La presse, donc, l'a saqué 1,6, et les spectateurs, même note que le 2 aussi. Hop, on passe au 4, un peu le renouveau de la saga, hein, avec les acteurs du début, du premier, donc Jordana Brewster, Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, évidemment. Un espèce de reboot sans en être un vraiment, puisqu'ils ont repris les mêmes acteurs. Donc, j'ai mis 3,5, un peu comme le premier d'ailleurs. Les spectateurs l'ont noté 2,9, et la presse 2,3, la presse qui est toujours assez sévère avec Fast and Furious. Hein. Alors, le 4, c'est pas... Alors, sur Allociné, on peut pas noter sur 10, c'est dommage, j'aurais peut-être mis une note un peu en dessous du 1 quand même. Si j'avais pu noter, j'aurais mis 6,5 pour celui-là et 7 sur 10 pour le premier, je pense. Je le trouvais un poil en dessous du premier quand même. Les effets spéciaux, par moments, c'est un peu douteux. L'histoire, bon, elle m'a pas hyper passionné. Voilà. Après, le 5, là, ça commence à élever le niveau de jeu assez fortement. Un film de braquage, hein, finalement, le 5, avec l'arrivée de Dwayne Johnson. J'ai beaucoup aimé cet opus-là. Je dirais que c'est mon deuxième préféré, le Fast 5. J'ai mis 4, mais si j'avais pu noter sur 10, je pense que j'aurais mis 8,5, quoi. Un truc comme ça. Et pas 8. Donc la presse a noté 3,3 et les spectateurs 3,6. Le 6. Alors le 6, j'ai un poil moins apprécié que le 5. J'aurais mis 8, tout simplement. 8 sur 10, donc 4 sur 5. Les spectateurs l'ont apprécié autant que le 5, 3,6, et la presse 3,0. Le 6, c'est pas mal quand même. Il y a de bonnes idées. Bon, la scène avec l'avion qui dure 10 plombes à l'aéroport, ouais, c'est vrai que c'est un peu douteux. En plus, c'est la nuit, on voit pas grand chose. Mais le fait que ça se passe en Europe, c'est un peu rafraîchissant pour la saga, du coup. Donc, j'ai bien apprécié quand même. Alors, le 7, par exemple, lui, j'ai mis 4,5 sur 5. J'aurais bien un bon 9,5, je pense, sur 10. Si j'avais pu noter sur 10, c'est mon préféré, le 7, avec le dernier, du coup, de Paul Walker. Le défunt Paul Walker, forcément. Et les spectateurs l'ont noté 3,7, c'est la meilleure note hein, d'un Fast and Furious, et la presse également l'a très bien apprécié. James Wan, donc, à la réalisation, après les 3 derniers qui avaient été réalisés par Justin Lin. Changement, donc, dans la réal. Très bon réalisateur, hein, James Wan. Il a fait du très bon travail. Jason Statham, donc, qui fait son retour, qui fait son arrivée dans la saga, avec John Johnson, qu'on voit moins dans cet opus-là, mais bon, au final, il reste quand même très efficace.
Très bonne bande-son, etc. Donc c'est mon préféré, le 7, clairement. Le 8. Alors le 8, j'ai bien aimé aussi. Il est plutôt efficace. Après, évidemment, dommage qu'il pleut Paul Walker. Forcément, il est mort, donc voilà. Jason Statham qui fait son retour. Dwayne Johnson qu'on voit plus aussi. Monsieur Gary Gray à la réalisation. Je sais plus comment c'est quoi son prénom. Franck, peut-être F. Gary Gray. Je sais pas. Fabrice, peut-être. Non, c'est un blague. Je sais pas comment il s'appelle. Attends, je vais aller voir sur son profil. Écoutez. Félix! Bah voilà, Félix! Putain, j'aurais pas trouvé, hein, franchement, là. Donc, Félix qui nous a pondu un 8ème opus, pas trop mal. Même si Paul, il manque, hein, remplacé un peu par Scott Eastwood, dans le genre blondinet, qui fait équipe d'ailleurs avec Kurt Russell, dans les espèces de services secrets, là. Kurt Russell, hein, qu'on a retrouvé dans le set aussi, que j'avais beaucoup aimé, en tant qu'acteur déjà dans le passé, donc là ça m'a fait plaisir de le retrouver dans le 7 et dans le 8, contre seul, c'est cool. Donc les spectateurs ont noté 3.6, moi 4 sur 5, ouais je mettrais un bon 8 hein, sur 10 à ce 8ème opus. Et la presse 3 points, des scènes assez folles, hein, les voitures folles notamment à New York là qui sautent des parkings incroyables, la scène aussi en Islande, comme on voit dans l'affiche, c'était assez fou. Donc j'ai plutôt bien aimé. Le scénario était sympa aussi. Et donc, on passe au 9 que j'ai vu aujourd'hui. Les spectateurs, par contre, l'ont pas trop apprécié visiblement. 3 sur 5 seulement. La presse, 2.7. Alors, honnêtement, j'ai bien apprécié ce... Alors, je dirais même que j'ai plus apprécié celui-là que le 8. Parce que on revoit ceux de Tokyo Drift aussi. Sean et tout, Anne, du coup, le retour, hein, c'est pas vraiment un spoil, on le voit dans la bande-annonce. Donc je vais pas vous spoiler dans ma critique, hein, de toute façon, on va faire une critique spoil après, juste après. Je vous tiendrai au courant, évidemment, du moment où je vais spoiler, pour ceux qui l'ont pas vu. Donc je vais mettre 8,5, je pense, sur 10 à ce 9ème opus. Je l'ai plutôt bien apprécié. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment les flashbacks dans la vie de Dom. Alors je vais vous lire ma critique, ça va être plus simple, j'en ai fait une sur Allociné. Alors donc il y a de nombreux flashbacks sur l'enfance et l'adolescence de Dom et son frère Jacob du coup, et leur père. Ce fut très intéressant à voir, on en apprend plus sur la vie de Dom. Le scénario n'est pas hyper poussé mais les cascades sont toujours aussi spectaculaires. Ça fait plaisir de revoir les types de Tokyo Drift aussi. Seul point négatif, peut-être explication du retour de Anne un peu tiré par les cheveux. J'imagine que c'était à la demande des fans aussi qu'il soit de retour, hein, l'acteur qui joue Anne du coup, qui est très apprécié dans la communauté Fast and Furious. Moi-même j'aime bien, ça va. Toujours une bonne son aussi, même si un peu en dessous des autres. Et je regrette pas une seule seconde, mais 7€ que j'ai payé donc pour aller voir ce 9ème opus. Ça ira dans les poches d'Universal, hein, vous me direz, ils sont assez riches comme ça. Mais bon, voilà. Donc comme j'ai dit, j'irai voir le 10 et le 11 prévu pour 2023 et 2024. D'ici là, on espère qu'il n'y aura plus de Covid. Allez, 8 minutes donc de vidéo, on va passer au spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille vivement. Il faudra un pass sanitaire à partir de maintenant, malheureusement. Si vous êtes vacciné, vous pouvez y aller sans problème, vous aurez juste à montrer votre QR code. Moi j'y suis allé juste avant, donc cette mise en place du pass sanitaire. Et voilà, donc on va passer à une critique un peu plus en détail, avec des spoils. Donc si vous avez pas vu le film, je vous invite à quitter dès maintenant la vidéo. Bye bye. Et nous on continue. Allez, on se retrouve sur le Wikipédia donc de Fast and Furious. Je répète, hein, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, quittez maintenant la vidéo, parce que là on va spoiler dur. Hein. On va spoiler toute l'histoire. Donc, 9ème volume Fast and Furious. Alors, 10ème long métrage. Pourquoi ils mettent ça? Parce qu'il y a Hobbs & Shaw aussi. Bon, Hobbs & Shaw, je l'ai vu. Ouais, ça va. J'aurais mis un 3,5 sur 5, je pense. Un 7,5 sur 10. Un truc comme ça. C'est pas... Voilà. C'était bien sans plus, je dirais. On voit que c'est un spin-off quand même. D'ailleurs, ils l'ont noté combien, Hobbs & Shaw? Je vais aller voir vite fait, spectateur. Je sais même pas si moi je l'avais noté ou pas. Sur le ciné. Ouais, 2.9, 2.8, ouais. Pour l'instant, c'est un peu en dessous. Bah écoutez, moi je vais noter 3,5. Voilà. Hop. Idriss Elba, c'est vrai qu'il est pas mauvais. Bon, si la note veut bien se mettre, voilà, merci, hein, Halluciné qui bug. Donc voilà, on va passer à Fast and Furious 9. C'est un peu décousu, hein, cette vidéo. Mais c'est pas grave. Alors, résumé détaillé. Voilà ce qui nous intéresse. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu le film, encore une fois, quittez la vidéo parce que là, c'est spoil, spoil, spoil. Le film commence en 1989, où Jack Toretto, pilote de voiture expérimenté, participe à une nouvelle course en compagnie de ses fils Dominique et Jacob. Alors oui, c'est des courses de NASCAR, ça fait plaisir aussi de voir des courses de NASCAR un peu dans Fast and Furious 9,
et dans Fast and Furious tout court d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'intro est assez longue, hein, 6-7 minutes de NASCAR, donc c'était plutôt pas mal, pour ceux qui aiment bien le sport automobile. Donc il faisait partie de son équipe aux côtés de son ami Buddy, euh, interprété par Michael Rooker, qu'on a vu dans Jour de tonnerre notamment. Joli clin d'œil là aussi, je pense que c'était fait exprès. Après que Dom se dispute avec Kenny Linder, le rival de son père, ce dernier reprend la course. Soudain, la voiture de Linder percute le pare-choc de la voiture de Jack, ce qui l'a fait heurter un mur, puis l'a fait exploser, tuant ce dernier sur le coup, sous le regard attristé de Dom et Jacob. Bah oui, du coup, il est en feu, le mec, le père de Dom et Jacob. La voiture en feu, donc il n'y a rien à faire, il est mort, quoi. Peu de temps après l'accident, Dom est arrêté et purge une peine de prison, après une altercation brutale avec Linder. Alors, c'était comme il avait dit dans le 1, hein, il a tabassé le fameux Linder avec une clé à molette, une clé de 12, je crois. Et on le voit pas dans le film, par contre, c'est un peu violent, donc on l'entend qu'il le fait, mais on voit pas les images dans le film, pour le coup. Ça aurait été un peu violent, je pense, ça reste un film tout public après, même s'il y a un peu de sang, hein, des fois, dans le film. Donc peu de temps après l'accident, Dom est arrêté, purge une peine de prison, alors qu'il purge sa peine et se souvient que Jacob avait travaillé sur la voiture de son père le jour de sa mort, ce qui le pousse à conclure que Jacob est responsable de la mort de ce dernier. Ouais, alors en fait, il y a eu une astuce comme quoi il avait saboté Jacob la voiture de son père pour qu'il perde exprès finalement. C'était un contrat avec Linder, fallait qu'il perde la course. Cependant, ce sabotage, en gros, aurait fait s'enflammer la voiture. Et d'où la mort du père de Dom et Jacob. Donc là, c'est full spoiler, hein, je vous raconte vraiment tout. Hein. Donc quittez maintenant, si vous voulez vraiment pas tout savoir, parce que là, je vous révèle tout. Hein. À sa libération, Dom retrouve Jacob et le défie dans une course, lui disant de partir loin de sa vie, pour toujours en cas de défaite. Après la victoire de Dom, Jacob quitte la ville à contre-cœur. Ouais, c'est la fameuse course dans le flashback hein, qui a eu lieu entre Dom et Jacob. Super course d'ailleurs, dans les années 90, là. C'était vraiment kiffant de voir... on avait même vu... Michelle Rodriguez, donc Letty jeune, et la sœur Mia, donc jeune aussi. Ils ont pris que des acteurs jeunes pour les interpréter, c'était vraiment pas mal ça, j'ai beaucoup aimé. Le fait de les voir tout jeunes comme ça, très bonne idée de la part des réalisateurs et des scénaristes. Donc de retour au présent, soit 2 ans après l'affrontement avec Cypher, Dom vit à présent une vie normale avec sa femme Letty et son fils Brian, dont la mère, Elena, fut tuée auparavant, dans le 8 du coup, par Cypher. Donc c'est une maison de campagne, hein, tout ce qu'il y a de plus normal, mais leur tranquillité va être chamboulée lorsque Roman Pierce, Tej Parker et Megan Ramsey arrivent à leur domicile pour transmettre un message de Monsieur Person, donc joué par Kurt Russell. D'ailleurs, Dom et Letty, pris de panique, disent à leur fils Brian de se cacher, parce qu'ils savaient pas qui c'était qui arrivait, donc ils ont pris les fusils et tout. Donc ensuite, on continue. Celui-ci est parvenu avec son équipe à capturer Cypher, mais son avion a été par la suite attaqué par des agents corrompus et s'écrasant à Montecito. S'il refuse dans un premier temps, Dom accepte de venir sur les lieux après avoir réalisé que Jacob était impliqué dans l'histoire. Oui, via une photo, du coup, il reconnaît le collier en croix et il conclut que c'était Jacob. En fouillant l'avion, il trouve une partie d'un appareil nommé Ares, qui peut pirater n'importe quel système d'armes contrôlé par ordinateur. L'équipe se retrouve prise en embuscade par une armée privée, dirigée par Jacob, qui vole l'appareil. L'équipe a rendez-vous avec Michael Stasiak en route vers leur planque. Ah oui, alors Stasiak, pourquoi lui on l'a vu, peut-être un clin d'œil au 7, mais bon, il apparaît littéralement 30 secondes. Le gars, il sert à rien dans le film. Hein. C'est juste un clin d'œil, je pense, au passé des Fast and Furious. C'est alors que Mia arrive pour aider, et Dom lui permet à contre-cœur de les rejoindre. Bah oui, parce que du coup, Jacob, c'est son frère aussi à Mia. Hein. C'est pas que le frère de Dom. Hein. L'équipe apprend que la disparition de Anne est liée à Ares, et Letty et Mia se rendent à Tokyo pour enquêter. De son côté, Jacob rencontre Otto, son associé, Cypher, ouais, une espèce de blond friqué, riche et tout. Cypher est enfermé dans une boîte en verre à leur base. Alors Cypher, tout le film, les 3 quarts du film, il reste enfermé dans cette boîte en verre. Bon, dans la dernière demi-heure, elle parvient à se libérer quand même. Mais ouais, elle sert pas à grand chose hein, pour les 3 quarts du film, Cypher. Interprété par Charlize Theron, on le rappelle. Après avoir échoué à influencer Jacob, elle lui dit que l'autre moitié d'Ares se trouve à Édimbourg. Pendant ce temps, Dom retrouve Buddy, qui a hébergé Jacob après son exil, donc interprété par Michael Rooker, et lui révèle que ce dernier est parti à Londres. Alors je ne sais pas comment il le sait, peut-être qu'il est en contact encore avec lui, mais c'est un peu con de la part de Jacob de l'avoir dit à ce mec-là où il était, quoi. Après un affrontement, c'est peut-être un raccourci scénaristique aussi, hein. Après un affrontement avec des adversaires à la solde de Jacob, Letty et Mia, à la stupeur générale, trouvent Anne, toujours en vie avec sa pupille, elle. Elle
La chinoise, elle s'appelle comme ça, je me rappelle même plus. Peut-être. De leur côté, Roman et Tej recrutent Sean Boswell. Alors, du coup, oui. Sean du Tokyo Drift, Twinkie et Earl Hu, l'espèce de chinois là qu'on voyait pas trop dans Tokyo Drift. Par contre, j'avais regardé les scènes coupées de Tokyo Drift, on le voyait plus, bizarrement. Par contre, dans la version finale, on le voyait pas beaucoup. Alors, ah oui, effectivement, Sean Boswell, le mec bricole des voitures avec des fusées maintenant. Les trois sont à nouveau réunis là. Alors, il n'y a pas Nila, la copine de Sean, dans le Tokyo Drift. Dommage qu'on la voit pas, mais bon. À Londres, Dom retrouve Magdalene Chou, la mère donc de Descartes et Owen, qui après une course-poursuite à travers la ville, le conduit directement où se trouve Jacob. Oui, alors elle, c'est pareil, elle fait une apparition de 5-6 minutes dans le film. Moi, elle sert à rien dans le scénario, enfin, elle sert pas à grand-chose. Hein. Elle sert juste à lier Dom à Jacob, quoi, à Londres. Dom affronte Otto et Jacob qui lui ordonnent de partir, donc Otto fait arrêter Dom par l'équipe d'Interpol, mais Leisa, une vieille connaissance de Dom, la sauve. Alors, j'avoue que la meuf en question, Leisa, je ne vois pas qui c'est. Je me rappelle pas d'elle dans les autres Fast and Furious, donc une vieille connaissance qui pop comme ça. Encore une facilité scénaristique, je dirais, mais bon, après, voilà, c'est pas très grave. Plus tard, Tej, Roman et Ramsey rejoignent Dom à Édimbourg, où Jacob utilise un électroaimant pour voler la deuxième partie d'Ares. Alors, le concept de l'électroaimant installé dans les voitures et tout, ça, c'est incroyable. Là, l'idée est folle quand même. Tej et Roman trouvent le camion contenant l'électroaimant. Oui, alors du coup, et c'est un peu par hasard, hein, finalement. Roman a repéré les deux mecs parce qu'il avait une espèce d'oreille un peu amochée. Il s'est dit, lui, c'est un cogneur, c'est sûr, donc il s'est mis à les cogner. Et à ce moment-là, ils ont découvert qu'il y a un électroaimant parce que le collier de Tej s'est accroché au camion. C'est vraiment par hasard, là, pour le coup. Alors qu'ils combattent les hommes d'Otto, Ramsey réquisitionne le camion pour poursuivre Otto. Alors, ce que ne dit pas le résumé, du coup, Ramsey n'a pas le permis. Elle le dit d'ailleurs dans le film, c'est assez drôle. Oh, mais j'ai pas le permis, moi, comment je vais faire pour suivre Otto? C'était un moment rigolo. Alors, du coup, elle dégomme plein de voitures aux alentours au début. Quand elle prend le volant, bon, après, elle arrive à conduire, heureusement. Donc, ça va mieux. Mais le début est drôle, hein. Quand elle sait pas conduire et tout, c'est assez marrant. Une meuf qui sait pas conduire dans Fast and Furious, en plus, c'est quand même ironique, quoi. Donc, Dom intercepte Jacob et les deux frères se battent dans toute la ville. Avant qu'Otto puisse extraire Jacob, Ramsey sort sa voiture de la route et utilise l'électroaimant pour capturer Jacob. Ah, joli coup là d'ailleurs. C'est la fameuse séquence que j'avais mis sur la chaîne d'ailleurs avec l'espèce de Toyota donc, qui avait été aimanté par le camion. C'était assez dingue. Bon là l'effet spécial par contre c'était un peu moyen j'ai trouvé mais bon après ça doit pas être facile à faire non plus. Après une tentative ratée pour en venir à bout de Dom, Otto finit par recruter Cypher. De retour à la planque, l'équipe est maintenant réunie. Anne révèle qu'il a été chargé de protéger Ellie. Alors, on va l'appeler Ellie, je pense que c'est Ellie, hein, son nom. C'est pas elle. Et Ares, car l'ADN d'Ellie est son dernier composant. Oui, c'est la clé, apparemment, Ellie, la jeune chinoise, là, qu'il avait trouvée dans la maison des parents qui avaient été tués, finalement. Lui, Anne, il avait été chargé, été chargé à Tokyo par Monsieur Person, en fait, de capturer la deuxième partie d'Ares. Parce que c'est en deux parties le truc, en fait. Qui se trouvait donc chez les scientifiques à Tokyo. Et du coup, il avait trouvé la petite aux prises avec des mercenaires venus tuer les parents de la fille aussi, et venus chercher aussi eux-mêmes Ares. Donc il a sauvé cette jeune fille, en fait, il l'a recueillie près de lui, et pour pas qu'elle se fasse tuer par les méchants, quoi, à Tokyo. Alors le fait que Monsieur Person, du coup, recrute Anne à Tokyo, alors je ne sais pas dans quelle timeline c'était, est-ce que c'était vraiment avant... Oui, ça devait être bien avant Tokyo Drift, hein, du coup, parce que il était encore vivant, finalement, Anne. Alors je ne sais pas s'ils vont vous révéler dans le résumé comment s'en est sorti Anne. On verra bien, sinon je vous le dirai, évidemment. Ce sera du spoil total, hein, évidemment. Donc j'en étais où? Lorsqu'un des agents de Monsieur Person, qui se révélera plus tard être Jacob, est devenu un truand, ils ont utilisé l'attaque de Descartes Shaw pour simuler la mort de Anne et protéger Ellie. Ah oui, voilà, il le révèle là. Alors en fait, pour plus de détails, c'est un espèce d'hologramme, Anne, qui conduisait la X7 orange, là. C'était pas vraiment Anne qui conduisait, alors je sais pas, c'est un peu tiré par les cheveux, je sais pas comment ils ont fait pour que la voiture se conduise toute seule. Parce qu'il y avait quand même Anne au volant, hein. Je suis désolé, dans Tokyo Drift, c'est bien Anne, hein, c'est pas un hologramme. Ça paraît vraiment un peu tiré par les cheveux. Donc à ce moment-là, la voiture explose et l'hologramme disparaît. On voit dans le film, bon,
Ça, j'ai un peu de mal avec cette. Moi, je pensais genre qu'il y avait une bouche d'égout juste sous la voiture et que Anne avait pu plonger dans la bouche d'égout au moment de l'explosion. Moi, je pensais que c'était ça à la base. Non, c'est pas ça. C'est un hologramme en fait qui était Anne qui conduisait la voiture toute seule. Enfin, bon, je trouve que ça, la bouche d'égout m'aurait moins choqué que ça. C'est trop étiré par les cheveux, je trouve. Mais bon, on aime bien Anne, hein, donc on va les pardonner un peu. Mais je trouve le retour de Anne un peu tiré par les cheveux. C'est le seul point négatif du film, je pense. Et les quelques facilités scénaristiques aussi, on va dire. Alors, donc là, t'es où, moi, du coup? Alors, ils ont utilisé pour simuler la mort de Anne et protéger Ellie. Soudain, Otto intervient avec son équipe et la planque et libère Jacob. Ah, la planque et libère Jacob, oui, qui était emprisonné, du coup. Ils parlaient tous, Anne révélait tout ça à l'équipe, quoi, au moment où ils arrivent. Celui-ci révèle alors à Dom, devant Mia, la vérité sur la mort de leur père. Jack croulait sous les dettes et a fait promettre à Jacob de ne rien dire à Dom. Pour échapper à ses dettes, il a également demandé à Jacob de saboter sa voiture afin qu'il puisse intentionnellement perdre la course. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais le plan a échoué en raison de ce que Linder avait fait. Jacob et Otto kidnappent Ellie et prennent le deuxième appareil d'Ares. Otto lance un satellite en orbite, tandis que Jacob demande à Ellie d'activer Ares. Il commence à télécharger Ares sur le satellite, se déplaçant à travers Tbilissi, voilà, c'est le nom de la ville, hein, dans un camion blindé. Dom, Letty, Mia, et Ramsey et Anne poursuivent pour arrêter le téléchargement. Alors que Mia et Anne tentent de percer le camion, Otto trahit Jacob, le jetant du camion. Alors là, c'est la folie, hein, cette séquence. Anne conduit une Toyota Supra nouvelle génération, là, du coup. Couleur orange, un peu comme la couleur de sa RX-7 dans Tokyo Drift, d'ailleurs. Couleur assez moche, hein, selon moi, mais bon, après, c'est pour faire un clin d'œil à Tokyo Drift. Les séquences avec les aimants et tout, ils ont équipé les Dodge Charger et c'est quoi, une Chevrolet, je crois, Letty est conduit. Ils ont équipé les voitures qui conduisent donc des aimants, des fameux aimants. Donc, comme dans la bande-annonce on voit, hein, ils attirent les véhicules vers eux, ils les explosent après, ils les écartent en inversant la polarité de l'aimant. C'est assez dingue là, la séquence des aimants est folle hein, quand même. Très bonne idée d'avoir fait ça. Donc heureusement, Dom et Mia sauvent Jacob et ce dernier finit par aider Dom à accéder au camion. Oui, du coup, Jacob trahit, il se dit bon bah finalement je vais faire demi-tour, je vais les aider, je vais me venger d'eux au final qui m'ont trahi, c'est Otto et tout et Cypher. Otto et Cypher qui travaillent ensemble du coup. Jacob donc vénère de fou, trahit personne finalement, aide Dom et Mia. Donc à l'aide de la fusée, ah oui parce que alors du coup il y a la séquence spatiale aussi, la fameuse séquence dans l'espace. Fusée donc voiture, c'est quoi la Pontiac Fiero je crois la voiture. Donc Sean comme on a vu précédemment ils ont collé une fusée avec l'aide de Twinkie et Earl U, les mecs de Tokyo Drift. Du coup ils ont collé une espèce de fusée sur une Pontiac Fiero et donc ils ont fait décoller ça avec un avion. Ils l'ont mis sur un avion finalement comme en vrai les navettes ils les mettent sur des avions. Et du coup, ils montent en altitude et ils font décoller les navettes à partir de là. À partir de 15 000 pieds, je crois que c'était. Donc ils ont fait pareil, exactement pareil. Alors du coup, évidemment, Roman se chie dessus, hein, évidemment, vous connaissez bien. Dès qu'il y a des gros risques à prendre, lui, il a peur. Alors par contre, oui, Roman, il y a une espèce d'anecdote sur lui. À un moment dans le film, il dit mais avec tout ce qu'on s'est pris dans la gueule depuis dans les différents films, il dit pas ça texto évidemment, mais c'est comme ça qu'on le comprend. Avec tout ce qu'on s'est pris dans la gueule dans les différents films, comment ça se fait qu'on est encore en vie et tout? Le mec part dans une espèce de psychologie, dans une espèce de truc philosophique là. Il dit ça à Roman, à Tej et Ramsey du coup. Est-ce qu'on serait pas invincible qu'il leur dit? Et bon après évidemment Tej se fout de sa gueule, il lui dit qu'il est débile etc. Bon, bref. Donc, Tej et Roman, ça tourne mal à un moment donné, ils sont obligés de changer leur plan, ils sont obligés de foncer dans le satellite tout simplement, arrêtant donc le téléchargement de la puce Ares pour de bon. Cypher, pilotant à distance un jet, bombarde le camion, voulant tuer Dom. Alors ouais, à la base, on pouvait croire dans le film qu'elle était dans l'avion, mais non, c'était un drone en fait. Et le fameux drone explose et on peut penser qu'elle était morte, mais non. On découvre après qu'elle était assise dans un fauteuil, à distance, bien au chaud, donc Cypher est toujours en vie à la fin du film, finalement. Terrible. Va-t-elle revenir encore dans le 10 et dans le 11? Faudrait peut-être la tuer à un moment donné. Ça va faire beaucoup de films où elle est présente, là, quand même. Alors, du coup, celui-ci, Dom, donc, utilise le camion ricochant pour détruire l'avion de Cypher. Oui, alors là, c'est dur à expliquer. En gros, il y a un espèce de camion blindé qui part en couille totale.
Bon, faut vraiment voir le film hein, pour voir cette cascade, elle est assez dingue. Le camion perd totalement le contrôle et il vient éclater le drone. Je sais pas si on le voit dans une des bandes annonces d'ailleurs, faudrait que vous voyez si vraiment on le voit ou pas. Excédé, Cypher s'échappe. Dom et Mia se réconcilient avec Jacob, et Dom lui permet de s'échapper dans sa voiture. Oui, il lui donne les clés un peu comme a fait Brian dans le premier Fast and Furious. Il lui donne les clés de sa voiture, d'ailleurs il lui a dit à Jacob, un jour quelqu'un m'a donné une voiture qui valait 10 secondes en gros, et il fait pareil donc avec son propre frère, et son frère, Mia lui dit, je t'ai déjà perdu une fois à son frère Jacob, du coup j'espère ne pas te reperdre encore. Bon après, Jacob, finalement, on va dire qu'il passe gentil entre guillemets à la fin, même si au final il se barre. Et je pense pas qu'on le reverra. Donc du coup, John Cena qui fait le rôle de Jacob, j'espère pas qu'on le reverra au final. À moins vraiment qu'il faille qu'il les aide, parce que c'est relou, hein, les méchants qui deviennent gentils à la fin. Au final, c'est un peu chiant aussi. Même si là, bon, c'est le frère de Dom, c'est un peu différent. Mais bon, c'est un peu le défaut aussi. C'est pareil, un Statham qui devient gentil dans le 8. Bon. Ouais, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, encore une fois, c'est des films tout public, donc forcément. Alors, t'as les Roman, du coup, qui ont leur vaisseau, entre guillemets, leur voiture vaisseau pété. Ils atteignent la station spatiale internationale et sont ramenés sains et saufs sur Terre. On le voit pas. Enfin, si, on voit que la station spatiale les voit. Et d'ailleurs, la meuf de la station spatiale dit, on dirait des mignons. Avec les mignons et les personnages d'Universal, là, du coup, petit coup de pub au passage. Et parce qu'ils ont une espèce de scaphandre assez chelou, oui, effectivement, on dirait des mignons. Quand ils sont dans l'espace, ils volent. Bon voilà, après, je pense que normalement ils auraient dû mourir à court d'oxygène, hein, mais bon, le film fait qu'au final, ils s'en sortent quoi. Alors, pour terminer, donc, la famille célèbre sa victoire au tour d'un barbecue chez Dom, alors qu'il se prépare à dire les bénédictés. Brian O'Connor arrive dans sa voiture bleue, une Nissan GTR, donc, non, une Nissan R34, pas une GTR justement. Alors on le voit pas, hein, Brian O'Connor, on se doute que c'est lui, du coup on voit pas évidemment l'hologramme non plus de Paul Walker, mais on se doute que c'est lui, voilà, petit clin d'œil, ils les retrouvent tous à la fin. On voit juste la voiture se garer, si vous voulez, on le voit pas sortir de la voiture. Alors, scène post-générique, Descartes Shaw frappe dans un punching ball dans lequel se trouve un homme. On sait pas vraiment qui c'est, je croyais que c'était Otto de base, mais non, c'est pas lui. Mais lorsqu'il entend quelqu'un frapper à sa porte, il découvre avec stupeur qu'il s'agit de Anne, qu'il croyait avoir éliminé autrefois. Alors voilà, la scène s'arrête là. Scène post-générique donc. Anne vs Descartes Show. Alors là, ça promet hein, pour le 10. Je sais pas ce qui va se passer entre les deux. Alors il trouve une espèce de clé avec lui. Il y a une espèce de clé avec lui, Descartes. Je sais pas trop à quoi correspond cette clé USB. Si c'est en rapport avec Ares ou autre chose. C'est assez étonnant. Alors, est-ce qu'ils vont essayer de régler leur compte les deux, ou est-ce qu'ils vont s'expliquer? Bon, ça reste à voir. Est-ce qu'on verra la suite de la scène dans le 10? Nous verrons bien, ma foi. Le 10 qui devrait sortir donc en 2023, pas avant. Ils vont commencer le tournage donc début 2022, d'après ce que j'ai lu. Donc voilà. C'est bien d'avoir des résumés comme ça. J'aurais pas pu vous prendre tout ça en résumé, hein, moi. J'avoue que très bon résumé détaillé donc de Fast and Furious 9 sur Wikipédia. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu le film et que vous avez vu tout ça, vous savez à peu près tout du film. Bon après, il reste à voir les cascades hein, qui sont quand même extrêmement intenses et spectaculaires. Moi, les cascades qui m'ont le plus choqué, c'est vraiment les aimants. Là, l'idée est folle. Hein. Je sais pas si c'est possible de faire ça en vrai avec des aimants énormes, mais l'idée est très bien trouvée en tout cas. Ils essaient à chaque fois de se renouveler hein, dans Fast and Furious. Il y a 9 films, voire 10 même, avec le spin-off. Donc c'est très très dur de se renouveler. Au bout d'un moment, ils y arrivent à chaque fois. Donc franchement, chapeau les scénaristes. Bon, même si évidemment il y a des facilités scénaristiques, hein, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà. Alors au box-office en cours, on est autour de 545 millions, même si c'est même un peu plus. Je crois qu'on va aller voir d'ailleurs combien ça en est sur Box Office Moro là. Alors très bon site hein, au passage Box Office Moro. Alors, Fast 9 est à 600 millions de dollars quasiment. C'est pas mal, il est troisième pour l'instant. Alors, je ne sais pas ce que sont ces films-là. iMob, Detective Nighton. Il a fait beaucoup mieux que Godzilla vs Kong. Alors, attention, on est en période de pandémie aussi. Hein. Donc, faut relativiser les chiffres hein, qui sont déjà plutôt satisfaisants pour Fast 9. Évidemment, il fera pas le score de 8. Hein. Faut pas s'attendre à ça. Aucun film dépassera le milliard hein, cette année d'ailleurs. Ça, c'est quoi? C'est un film chinois, ça? C'est quoi ce truc-là?
Ah ouais, c'est un film chinois. C'est pour ça qu'il a fait énormément de... Eh oui, 822 millions en Chine. D'accord, je comprends mieux. Ça aussi, c'est un film chinois du coup. Les films chinois en tête du box-office mondial, incroyable. À part Fast 9 du coup, le seul film américain qui est troisième, avec Godzilla et Kong qui est quatrième, incroyable. Donc on va aller voir d'ailleurs. En domestique, il a 154 millions, Fast and Furious 9. Et à l'international, 436 millions, bien aidé par la Chine, qui kiffe aussi Fast and Furious. D'ailleurs, est-ce qu'il y a le détail là? Opening. La Chine, où est-ce que c'est la Chine? Il n'y a pas la Chine. Ah si, là. Ah bah il est pas... Ah si, voilà. 130 203 millions... Allez, grâce à la Chine déjà, 203 millions de dollars, quoi. Incroyable, incroyable. Un tiers du box-office, c'est la Chine qui le fait, quoi. C'est fou. C'est dingue. Et la France, du coup, on est à quasiment 10 millions. Bon, bah, j'ai rajouté 7 dollars, hein, du coup. Enfin, on va dire 10 dollars, vu que la parité de euro-dollar, c'est à peu près. Ouais, non, ça doit faire. En vrai, ça doit faire 8 et quelques. 8 dollars et quelques. Bon, on s'en fout au pire. Donc voilà, je digresse un peu, je m'étends, je m'étends. C'était juste pour voir le domestique et l'international donc de Fast and Furious 9 qui va atteindre les 600 millions assez facilement, je pense. Après, jusqu'où il s'arrêtera, ouais, 700 millions peut-être et pas plus. Ça m'étonnerait qu'il fasse plus. Mais bon, les deux autres sont pas remis en question. Universal, c'est très bien que c'est dur avec le Covid pour les cinémas. Et vous voyez, hein, c'est le premier film américain du box-office 2021. Et à mon avis, ce sera le seul du top 3 cette année, du box-office mondial. Les deux films étant des films chinois, qui cartonnent évidemment en Chine vu qu'ils sont nombreux. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Alors au final, Lucas Black et la compagnie de Tokyo Drift, on les voit relativement peu. On les voit au début un peu, au milieu. Enfin, non, pas vraiment au début. On va dire au premier tiers, on les voit. D'ailleurs, la scène avec Roman et Tej et E3 est vraiment assez cocasse. C'est la première fois qu'ils se voient, les 5 là, donc c'est assez marrant quoi. Ça fait plaisir de les voir réunis aussi, les 5. C'est la première fois qu'on les voit réunis dans Fast and Furious. C'était plutôt pas mal. Donc on les voit pas beaucoup, mais bon, après voilà. En même temps, il y a tellement de personnages dans ces films que c'est dur qu'ils aient tous une part d'écran assez énorme. Il y a tellement de stars aussi, il fallait mettre Vin Diesel, il fallait mettre John Cena, Michel Rodriguez, etc. Donc voilà, certains personnages sont un peu effacés, c'est normal. Eh ben ma foi, je pense avoir été complet sur ce film. Bah écoutez, bon, on va pas lire toute la production et tout, hein. Quoique, ça peut être intéressant en avril 2017. Alors, Diesel et Johnson confirment leur retour. Au final, Johnson non. En octobre 2017, Vin Diesel révèle sur une vidéo Facebook que Justin Lin mettra en scène le 9e opus. Il confirme par ailleurs que Jordana Brewster reprendra ce rôle de Mia, absente de Fast and Furious 8, effectivement, dans les 9e et 10e films. Alors Mia, on la sent plus en forme que dans le 7. Ouais, elle paraissait très maigre pour le coup. Là, on la sent un peu plus en forme. Je trouvais que c'était plutôt bien. Elle était vraiment squelettique et anorexique, limite, dans le 7. Après, j'ai rien contre les anorexiques, mais bon, ça faisait un peu... c'était un peu triste de la voir comme ça. Là, elle est en forme, c'est cool, c'est cool. En avril 2018, Dwayne Johnson affirme qu'il n'est pas sûr de revenir dans le 9e en raison du spin-off, ainsi que d'un conflit d'intérêt avec Vin Diesel. En mai 2018, Daniel Cazet est chargé d'écrire le scénario, car le scénariste habituel de la franchise s'occupe du film dérivé, donc Hobbs & Shaw. La présence de Michelle Rodriguez est confirmée en mai 2019. L'actrice avait un temps émis des réserves quant à son retour, estimant que trop peu de femmes étaient impliquées dans le développement de la franchise. Elle avait ainsi déclaré en 2017 « On sait ce que les personnages masculins pensent et le lien qui les unit, mais je peux compter sur les doigts d'une main combien de femmes parlent entre elles dans le film, en 8 films. Qui sont-elles? Vous vous en foutez ou quoi? J'ai posé une question, et si on n'y répond pas, nos chemins ne se croiseront peut-être plus. Je n'impose rien, je pose une question et j'espère qu'on y répondra. » Oui, elle a fait un petit coup de gueule, Michel, c'est normal. Elle défend le sexe féminin. On peut la comprendre. Mais j'ai trouvé que les femmes avaient une plus grande part dans ce film aussi. Je pense que ça a dû jouer pour qu'elle signe de nouveau dans Fast and Furious. Mais bon, après, voilà, Fast and Furious, ça a pas non plus craché dans la soupe parce que ça lui a fait pas mal de pognon. Michel Rodriguez, ça lui a monté sa carrière aussi, je pense. Donc elle peut dire merci à cette franchise. Donc en juin 2019, John Cena rejoint officiellement la distribution. En juillet 2019, il est confirmé que Charlize Theron et Helen Mirren vont reprendre leurs personnages respectifs de Cypher et Magdalene Shaw. Ouais, au final, bon,
Cypher, on la voit un peu plus que Magdalene, mais bon, ça reste anecdotique, hein, les rôles qu'elles ont. Autant dans le 8, Charlize Theron, on l'a eu beaucoup, autant dans le 9, beaucoup moins quand même. En mars 2021, il est révélé que le fils de Vin Diesel, Vincent Sinclair, jouera le rôle de Dominique Toretto, enfant, dans les scènes de flashback, faisant ainsi ses débuts au cinéma aux côtés de son père. Alors, pour le coup, on le voit très peu, le bébé Toretto. Par contre, on voit un acteur qui joue l'ado Toretto, beaucoup, et il joue bien, je trouve. Pareil pour celui qui joue Jacob Toretto ado. J'ai trouvé que les deux étaient vraiment ressemblants en plus au personnage. Peut-être que l'ado qui jouait Toretto était un peu trop bronzé par rapport à Dominique. Ça m'a un peu choqué. Bon, après, voilà, on peut changer avec l'âge, hein, je pense, mais j'ai trouvé qu'ils jouaient très bien, hein, les deux là. Non, rien que pour ça, les flashbacks sont super, je trouve. Je dirais que dans le film qui dure 2h15, il y a au moins, il y a bien une bonne demi-heure de flashback, hein, je pense. Hein. Il y a bien une bonne demi-heure de flashback et pour le coup, c'est très plaisant de voir un peu quand ils étaient jeunes. Ça m'a beaucoup plu. Le tournage débute le 24 juin 2019 dans le quartier du Bois-Château à Lorient. Sérieux? Ils ont tourné en France? Ah ouais, étonnant. Où est-ce qu'ils ont tourné? Pour quelle scène ils les ont tournés surtout? Euh, dans le quartier de Bois du Château. Écoutez, on va aller voir. Alors, bah écoutez, le Bois de Château, c'est un espèce d'immeuble énorme. Je ne vois pas où cette scène a lieu, donc étonnant, étonnant, étonnant. Il a également eu lieu à Los Angeles et à Londres, ainsi qu'en Thaïlande pour la première fois à Krabi. Bon, les noms sont imprononçables par Phuket. Le tournage est notamment marqué par un accident au studio Livesden en juillet 2019 lorsqu'un cascadeur doublant Vin Diesel est victime d'une grave blessure à la tête après une chute. Aïe. Une partie du film se déroulera à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Le tournage s'achève en novembre 2019. Oui, bah du coup, juste avant le début du Covid, hein, finalement, ils ont eu de la chance, hein, de pouvoir boucler tout le tournage hors Covid. Par contre, le 10e, bah du coup, ça va pas être la même chose. Hein. En mars 2020, une partie du casting est rappelée afin de tourner des scènes additionnelles. En plein Covid, du coup. La sortie initialement prévue en mai 2020 est repoussée 3 fois en raison de la pandémie du Covid. Au 2 avril 2021, puis au 28 mai, et enfin au 25 juin 2021, soit 3 jours après le 20e anniversaire de la sortie du premier volet. Bon, ça tombait bien finalement. Bon bref, l'accueil des critiques, on s'en fout, on l'a vu tout à l'heure, et c'est fini donc pour cet article de Wikipédia. Alors ils n'ont pas encore créé de page Fast and Furious 10 sur Wikipédia, donc la franchise a rassemblé au box-office mondial quasiment... Oh, il va atteindre, je pense, les 6 milliards, les 6 milliards de dollars, en fait, hein, tout simplement. Le record restant Fast and Furious 7 avec 1,5 milliard. Et donc, avec le 9, je pense qu'on va atteindre assez facilement les 6 milliards au total. Ce qui est juste colossal au final, quoi. Le budget du 9 étant de 200 millions, à peu près comme les précédents, finalement. Sauf le 7 et le 8, 250 millions. Là, ils sont mis bien, hein, pour le 7 et le 8, incroyable budget, quoi. Ils ont fait péter le budget. Et au final, le plus rentable restera le 7. Hein. Impossible de refaire à plus qu'1,5 milliard, je pense que ce sera celui qui a fait gagner le plus de pognon à Universal. Le deuxième sera le 8, je pense, niveau rentabilité. Ensuite, il y aura le 6, a priori. Ouais, le 6, après le 9, sûrement. Quoique, peut-être le 5 avant le 9. Bah, à cause du Covid, en même temps, hein, c'est normal. Bon, ben voilà, sur ce, j'en ai fini de cette critique complète de Fast and Furious 9. Moi, en tout cas, je vous le conseille, hein, si vous l'avez pas vu, bah, allez le voir. Même si avec le pass sanitaire maintenant ça va être un peu plus compliqué, sauf si évidemment vous êtes vacciné. Chose que je ne suis pas et que je ne compte pas faire. Après ça, c'est un autre débat. Mais voilà, je vous conseille. Moi, j'ai toujours été fan de cette saga. J'achèterai sûrement le Blu-ray. Alors, peut-être qu'au final, je vais attendre de racheter un pack avec les 11 films finalement. Là, j'ai déjà un pack avec les 8 films. Ouais, j'attendrai, je pense, un prochain pack dans 3-4 ans. Je vendrai sûrement ce pack-là, et je rachèterai un pack avec les 11 films. Comme ça, j'aurai tous les films en Blu-ray, voilà, ça sera nickel. Et voilà, je ferai ça comme ça, je pense. Voilà, bah écoutez, moi, je vous conseille ce 9e opus. Très bon, les flashbacks, j'ai bien kiffé. Le fait qu'il y ait du NASCAR aussi, c'était bien, en tant que fan de sport auto. Bon, c'est pas hyper présent dans le film non plus. Il reste des cascades démentielles aussi. Alors dans les pays, ils vont en Angleterre aussi, donc comme je vous ai dit, en Allemagne un peu, en Géorgie comme on a vu.
En France, apparemment, bon, dans le film, c'est pas dit qu'ils vont en France du tout, mais ils ont tourné en France. Bon. Bref, moi je vous le conseille en tout cas ce film, j'attends que ça fasse 40 minutes et je vais vous laisser là. Voilà, donc bah, tout ce que je peux vous dire, c'est réagissez en commentaire hein, si vous avez trouvé ma critique bien ou pas. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Allez, bye bye et vive Fast and